20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette heure de débat, dans cette heure d'information. Ce soir consacré entièrement aux événements de Russie et aux conséquences sur la guerre en Ukraine. Comme tous les samedis, nous sommes avec nos confrères et nos consoeurs de la presse étrangère. Avec moi en studio, Mihaela Antoș, vous êtes correspondante pour la télévision roumaine. Ana Navarro Pedro, correspondante pour la presse portugaise. Paolo Levi, correspondant italien pour l'agence de presse ANSA. Juan José Dorado, vous êtes journaliste indépendant espagnol. Et à situation exceptionnelle, plateau exceptionnel, nous sommes 6 ce soir. Et j'accueille aussi Richard Berly, correspondant international. Bonsoir du quotidien suisse Blick. Bonsoir donc à tous les 5. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et nous sommes donc 13 heures précisément après le déclenchement des hostilités, de la rébellion de Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. Et nous allons commencer cette émission avec un point sur une situation qui tente à changer là. Dans la dernière heure, ça a beaucoup bougé sur le terrain. Et pour faire un point sur la situation, Virginie Pironon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Vous nous avez rejoint. Que peut-on dire à 20h04 ? Alors vous l'avez dit, c'est 13 heures d'une journée totalement folle. On est en train d'assister à quelque chose qui semble encore totalement incompréhensible après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Yevgeny Prigojine a annoncé il y a une vingtaine de minutes environ que ces hommes rentraient ce soir dans leur camp pour éviter un bain de sang. Alors quelle conclusion faut-il en tirer alors après avoir avancé, semble-t-il, aujourd'hui avec peu de résistance sur Rostov. Rappelez-vous, il a dit qu'il avait pris ce camp militaire russe ce matin. Ensuite, ces hommes ont avancé vers Voronezh, sans résistance des soldats russes. Est-ce qu'il a eu peur de se heurter à un mur, de ne pas pouvoir atteindre Moscou ? C'est possible, alors que ce soir, la capitale russe a été totalement mise sous cloche par les autorités. Yevgeny Prigojine l'a dit dans un message, ces hommes ont avancé depuis ce matin sur une distance de 200 km vers la capitale, sans verser une goutte de sang. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est ça qui transparaît ce soir. On a vraiment l'impression qu'il ne veut pas passer pour celui qui mettrait la Russie à feu et à sang dans une situation de guerre civile. Mais où est-ce que ces hommes vont-ils se replier ? Là, vraiment, pour l'instant, on n'a pas de réponse. En effet, rien ne laissait supposer un tel scénario. Non, sur place, la situation militaire reste encore extrêmement incertaine, avec donc ces colonnes Wagner qui ont pu tout de même avancer aujourd'hui sans résistance. Et puis j'ai pu joindre dans la journée un habitant de Rostov-sur-le-Don qui s'est dit très surpris de la façon dont les choses se sont passées aujourd'hui, la façon dont ça a avancé. Il a décrit des policiers et des soldats russes qui étaient dans le centre-ville de Rostov-sur-le-Don, avec des miliciens Wagner qui étaient juste à côté. Les deux se regardaient un petit peu en chien de faïence, mais les soldats russes n'ont pas opposé de résistance. Ils ont même déposé leurs armes. Alors, ils souhaitaient avancer jusqu'où ce soir, on a plutôt l'impression que c'est demi-tour, même s'il faut encore une fois prendre les propos d'Yevgeny Prigojine avec beaucoup de prudence. On va voir si ça se concrétise en effet sur le terrain dans les heures qui viennent. Et le président du Bélarus aussi, Alexandre Loukachenko, se targue ce soir d'être à l'origine de ce revirement. Il dit qu'il aurait négocié quelque chose avec Yevgeny Prigojine. Est-ce que Alexandre Loukachenko est en mesure aujourd'hui de négocier quoi que ce soit avec Yevgeny Prigojine quand on sait qu'il est totalement affilié à Vladimir Poutine? On va attendre ce soir prudemment une première réaction du Kremlin. Mais Ana Navarro Pedro, première question, est-ce que ça peut être du bluff ? On ne peut pas exclure cette hypothèse. Du bluff, tout, dès le départ, on parle de maskirovska en russe, c'est-à-dire l'art du théâtre, l'art du déguisement, de la ruse, en termes militaires d'ailleurs. Donc, on ne peut rien exclure, mais bon, ça semble un peu... Au départ, quelqu'un au niveau de Washington, de Londres, a dit, mais peut-être que cette incursion de Wagner n'est rien d'autre qu'une façon de consolider le pouvoir de Poutine face aux militaires qui en prennent un peu plus. Ça vient dans la lignée d'une analyse déjà vieille, que si Poutine supportait les diatribes, les tirades
c'était parce que ça lui permettait de contrôler ses généraux et ses militaires dont il se méfie, et que là, peut-être, cet investi aurait été effectivement quelque chose pour permettre à Poutine de reprendre la main. On ne voit pas comment, parce qu'on est dans le brouillard total, on ne connaît pas tout ce qui se passe, on ne connaît quasiment rien de ce qui se passe. Et puis, est-ce que, de la part du dirigeant de Wagner, est-ce que aussi, le bluff, comme vous disiez, est-ce qu'il fait mine de reculer pour pouvoir avancer? On ne sait rien. On n'en sait rien pour l'instant. Il passe pour un bouffon, là, quand même. Vous le trouvez aussi, Mireille Antoche, qu'il passe pour un bouffon? Ou est-ce qu'il peut encore, deuxième question, renverser Poutine? Ou est-ce que le match est plié? Je pense que la pire chose aujourd'hui est d'avoir certitude. Parce qu'on a vu comment la situation a bougé aujourd'hui dans tous les sens et comment, maintenant, ce soir, on sait pratiquement, après quelques heures, on sait rien. On sait rien. Si Prigojine est le cheval de Troie ou si Prigojine est le Brutus dans cette situation, on ne peut pas dire ni oui ni non. Alors, ça veut dire être un bouffon. On ne peut pas dire qu'il est utilisé. Prigojine est utilisé, mais de qui? C'est ça la question. Ça, on le sait un petit peu comme Juan José Torrado, non? On sait que Poutine s'en est servi pour faire pression sur son ministre de la Défense, parce qu'il jugeait que la situation n'allait pas assez vite. La situation n'allait pas assez vite, mais ce qui reste à l'heure actuelle, c'est beaucoup de doutes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que de toute façon, ça va avoir un coût, que ça soit politique, au niveau international, c'est sûr, mais au niveau intérieur aussi, pour Vladimir Poutine. Parce qu'il a parlé Quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue, il a parlé ce matin aux Russes et il a disparu des radars. Donc on a dit qu'il a même quitté Moscou à un moment donné. Donc c'est un bluff, ça paraît compliqué forcément, mais d'un autre côté, effectivement, le pouvoir qu'il croyait avoir en main, bien quand même de lui échapper un tout petit peu, il va falloir maintenant effectivement voir l'entourage de Poutine, ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais ce qui est clair, c'est que Poutine ne sort pas grandi et il sort quand même un tout petit peu touché de cette affaire. On va continuer à parler évidemment de cette situation en Russie et aussi des réactions provoquées dans le monde entier. Ce sera juste après le Fil Info. Il est 20h10 sur France Info. C'est le Fil Info avec Emmanuel Langlois. Coup de bluff ou véritable volte-face alors qu'il marchait en direction de Moscou depuis le sud-ouest de la Russie. Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, annonce que ses hommes rentrent dans leur camp pour éviter, dit-il, un bain de sang avec les forces de sécurité russes. Il l'a dit dans un enregistrement sonore publié dans la soirée sur le réseau Telegram. Le président américain Joe Biden, lui, s'est entretenu un peu plus tôt par téléphone avec Emmanuel Macron, mais aussi le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour évoquer cette situation en Russie où la confusion règne encore ce soir. Paris, par la voix du Quai d'Orsay, déconseille formellement aux Français tout déplacement en Russie, alors qu'il est. Et puis dans ce contexte, l'armée ukrainienne, elle affirme avoir lancé des offensives dans plusieurs directions, notamment vers la localité de Bakhmout face aux forces russes sur le front Est. Kiev qui revendique de nouvelles avancées selon le ministère ukrainien de la Défense. En France, un homme de 54 ans tué par balle. Une autre personne a été blessée à Thonon en Haute-Savoie. Ça s'est passé dans un camp de gens du voyage. Le tireur présumé, un homme de 25 ans, a été arrêté en début d'après-midi puis placé en garde à vue. On ne connaît pas le mobile de son geste. Et puis c'est la fin d'un long feuilleton. Le contrôle technique des deux roues sera mis en place progressivement et à partir du début de l'an prochain, annonce du gouvernement aujourd'hui. Les plus anciens véhicules immatriculés avant 2017 seront contrôlés en premier. Le sujet attise la colère des motards qui ont plusieurs fois manifesté contre une telle obligation ces derniers mois. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et nous continuons cette spéciale Russie, cette spéciale guerre en Ukraine. Les pays voisins de la Russie ont commencé à réagir dans l'après-midi. Par exemple, la Lettonie et l'Estonie ont renforcé la sécurité à leurs frontières. Mireille Antoche, je me tourne vers vous parce que vous êtes roumaine. La Roumanie a une frontière avec la Russie. Est-ce que vous savez si des mesures ont été prises, vont être prises ? Le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, a réagi comme tous les présidents de l'Union européenne et le chef de l'État dans l'OTAN ont réagi en disant qu'ils le suivent de près, comme M. Macron, le président de la France, donc a pas dit. De mesures précises Alors, non, aux frontières. Parce que la situation, comme on voit
on évolue, il est en évolution. Et en plus, il ne faut pas oublier que Roumanie, avec la France est la nation cadre dans l'OTAN et on a une chambre qui existe en Roumanie, une base militaire de l'OTAN avec la France comme nation cadre. Alors, on regarde, on voit et on reste dans l'observation. Mais vous avez raison, c'est un bras de fer diplomatique un peu sourd pour le moment, hein, qui est en train de se jouer. Pourquoi sourd? Parce que les chefs de la diplomatie du G7 se sont réunis sans communication officielle. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a seulement tweeté. Il a tweeté « Notre soutien à l'Ukraine est inébranlable ». Et il a indiqué aussi avoir activé le centre de réponse de crise de l'Union européenne pour coordonner les échanges entre les 27 en amont d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens prévue lundi au Luxembourg. Alors, côté Kremlin, Vladimir Poutine nous dit « J'ai le soutien » du président turc Erdogan. Et côté ukrainien, le président Zelensky dit « Si vous avez besoin, l'Ukraine peut protéger l'Europe ». Juan José Dorado, est-ce que l'Espagne a réagi elle-même ? Non, elle n'a pas réagi. Elle a fait un peu comme la Roumanie. C'est dans le cadre de l'Union européenne. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre des Affaires étrangères espagnol était à Paris et à une question sur l'Ukraine et la Russie disait déjà que l'Espagne, qui aura la présidence le 1er juillet de l'Union européenne, ne va agir que dans le cadre de l'Union européenne et dans l'unanimité. Donc effectivement, pour l'instant, c'est l'attentisme. On regarde, on voit ce qui se passe. D'autant plus qu'effectivement, ça change minute après minute. Alors, Paolo Levi, la présidente du gouvernement italien, Giorgia Meloni, elle a réagi officiellement avec une déclaration un petit peu floue, un peu générale. Elle parle d'une instabilité intérieure russe provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elle s'inscrit, elle aussi, dans le socle de l'Union européenne. Donc, elle jette toutes les responsabilités dans le camp de Poutine. D'ailleurs, il y a quelques jours, Giorgia Meloni était ici à Paris aux côtés d'Emmanuel Macron à l'Élysée et ils ont confirmé l'unité totale entre la France et l'Italie. Est-ce que c'est une unité de façade ? Non, c'est absolument une unité très profonde. Et parce que Meloni l'a dit très clairement, cette guerre de Poutine risque de mettre en cause toute l'architecture de notre monde qui se base sur le droit et pas sur la force. Donc aujourd'hui, cette guerre qu'a déclenchée Vladimir Poutine contre l'Ukraine est une guerre qui remet en cause même nos valeurs. Et donc, Meloni est absolument dans ce socle, malgré les différences politiques évidentes avec Emmanuel Macron, qui appartient à une autre famille politique en Europe. Sur cela, face à cela, ils sont complètement soudés. Et quant aux événements d'aujourd'hui de Prigojine, je pense qu'il y a aussi, on comprend très peu, c'est très difficile à décrypter. Mais il y a aussi une grande bataille de communication qui se joue. Je pense que Prigojine est en train de faire un pari fou et de ramener avec lui l'opinion publique russe. S'il va y parvenir... Ça va être une question qu'on va se poser évidemment entre nous tous, chers informés, cette bataille de propagande qui a commencé il y a plusieurs semaines déjà. En tout cas, il a démonté toute l'architecture de Poutine, toute la propagande poutinienne qui a justifié, selon Moscou, cette invasion a été démontée pièce par Prigojine. Et donc, c'est très, très chaud pour le président russe. Richard Berly, vous revenez d'Ukraine. Vous êtes revenu quoi, mercredi ? Mercredi. Est-ce qu'on peut dire ce soir que nous sommes à l'acmé de la tension diplomatique ou est-ce que ça peut être pire encore ? Bon, je pense que c'est beaucoup plus qu'une tension diplomatique. Il y a une contre-offensive ukrainienne, elle a été évoquée tout à l'heure, il y a donc des opérations militaires, et si on devait chercher, malgré l'incertitude, malgré le brouillard ambiant, à savoir pour l'instant qui profite de cette situation, a priori c'est quand même l'Ukraine, parce que vous avez en face des troupes russes qui ne manqueront pas quand même, les soldats russes, de s'inquiéter. Qui est leur chef ? Est-ce que c'est encore Poutine ? Est-ce que c'est Prigojine ? Vous avez des miliciens de Wagner qui, eux,
également se retrouve pris entre deux feux. Donc on peut dire là que si l'Ukraine, dans les jours à venir, faisait des opérations militaires encore plus importantes, ce ne serait pas très étonnant qu'ils essayent de profiter de cette brèche. Et puis ensuite, pour revenir d'Ukraine, je peux vous dire que ce qu'on entendait, c'est que les Russes en face, donc de l'autre côté, étaient beaucoup plus retranchés, beaucoup plus forts, beaucoup mieux équipés que l'année dernière. Donc les Ukrainiens s'attendaient et ont commencé à avoir beaucoup de pertes. Mais par contre, leur morale va se trouver galvanisée. Parce que quand vous savez que votre adversaire est en difficulté, même si c'est une difficulté que vous n'arrivez pas à cerner, même si c'est une difficulté plutôt politique, c'est le moment d'y aller. Vous voulez saisir votre chance. Donc sur le champ de bataille, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'armée russe. Ça ne veut pas dire évidemment que les Ukrainiens vont remporter des victoires décisives dans les heures qui viennent, mais clairement, le commandement ukrainien devrait en tirer les conséquences. Et la déclaration, la toute dernière, de Volodymyr Zelensky qui dit « L'Ukraine peut protéger l'Europe ». Il joue, qu'est-ce qu'il joue, Volodymyr Zelensky ? Il joue peut-être aussi l'adhésion, puisqu'il en est question. Absolument. Moi, ce qui m'a frappé en venant d'Ukraine, pendant mon séjour en Ukraine, c'est que Volodymyr Zelensky a un problème important, c'est que aujourd'hui, grâce à l'efficacité des défenses antimissiles occidentales qu'on lui a données, notamment les fameux patriotes américains, la capitale Kiev est quasiment à l'abri des missiles russes et les autres grandes villes d'Ukraine à l'ouest également. Autrement dit, il y a un pays qui commence à se diviser puisque toute une partie de l'Ukraine se demande finalement, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour l'Est ? Et donc Zelensky, là, ce qu'il dit, c'est que oui, ça vaut le coup, parce qu'on protège l'Europe. Oui, c'est le moment d'y aller. Politiquement, pour lui, c'est quand même une victoire. Et ça ne peut pas manquer de poser des questions. Pourquoi Prigojine a agi de cette façon ? Est-ce que peut-être Prigojine a passé des accords avec, je ne sais pas, des services de renseignement occidentaux ou autres ? Je lance ça dans le débat, mais on est obligé de se poser la question. Et ça ne va pas accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, parce qu'il y a, je ne sais pas, une semaine ou deux, et on attend le sommet de l'OTAN à Vilnius, où on attend aussi quelque chose de dire pour l'Ukraine en quoi qui concerne l'adhésion à l'OTAN. Et c'est ça le moment, ça, c'est encore une autre étape. Voilà, une autre étape pour Volodymyr Zelensky qui va pousser, ça c'est sûr, l'adhésion ferme de l'OTAN pour dire, voilà, l'Ukraine va être admise dans l'OTAN dans je ne sais pas combien de temps. C'est ça qu'il joue aussi. Mais pour mieux comprendre la situation très floue de ce soir, nous allons refaire le film de la journée. Ce sera tout de suite après le fil info de 20h20 avec Emmanuel Langlois. Et ce retournement de situation en Russie, donc, entré en rébellion face à l'armée, au pouvoir russe, le chef du groupe paramilitaire Wagner annonce ce soir le repli de ses troupes qui semblaient pourtant lancées vers Moscou. Dans un message audio diffusé sur une boucle Telegram, Evgeny Prigojine assure que ces hommes vont repartir en sens inverse jusque dans leur camp en Ukraine. Une décision prise, selon lui, en responsabilité car le sang risquait de couler. Fin de citation. Des troupes de Wagner étaient arrivées à environ 400 km au sud de la capitale russe en fin d'après-midi. Dans ce contexte de confusion, l'ambassade de France à Moscou, elle demande à ses ressortissants de s'abstenir de tout déplacement sur le territoire russe jusqu'à nouvel ordre. Il leur est également demandé de rester chez eux dans les prochains jours. Des jets de peinture, une banderole sur le beffroi, une chaîne humaine, des militants d'Extinction Rebellion ont mené des actions à Lille aujourd'hui pour pointer les lacunes dont ils accusent les collectivités face à l'urgence hydrique. 8 d'entre eux ont été arrêtés d'après la préfecture. Et puis un an jour pour jour après le revirement de la Cour suprême sur le droit à l'avortement, le président américain Joe Biden promet de lutter contre le programme qu'il considère comme extrême et dangereux des Républicains. Plusieurs manifestations et événements étaient prévus ce samedi à travers les États-Unis, organisés à la fois par les manifestants pro et anti-IVG. Enfin, c'est son premier titre national, la cycliste nordiste Victoire Berthaud, sacrée championne de France. Après sa victoire sur les routes de Cassel, la coureuse de 22 ans l'emporte donc sur ses terres des Hauts-de-France. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et comme promis, pour mieux comprendre, ou peut-être pour ceux qui l'auraient raté, on va se repasser le film de la journée, longue journée, puisque tout a commencé à 7h30 ce matin avec un message vidéo de Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, en direct de Rostov-sur-le-Don, le centre logistique de l'armée russe dans le sud du pays. Une vidéo qui a été diffusée sur la messagerie Telegram et
les réseaux sociaux. Le centre des opérations fonctionne normalement. Aucun officier n'est empêché de travailler. Donc quand ils disent que la milice Wagner interfère avec les opérations contre l'Ukraine et que c'est pour cela que les choses se passent mal sur le front, c'est faux. En arrivant ici, nous avons rétabli la vérité. De larges portions de territoire ont été perdues. Des soldats sont morts, 3 ou 4 fois plus que ce qui est rapporté au chef militaire, et 10 fois plus que ce qu'ils disent à la télévision. 1h30 après, aux alentours de 9h du matin, Vladimir Poutine répond. Lui, il va aller à la télévision russe dans une allocution officielle. Je le sais, ce soir encore, j'ai parlé avec les commandants de toutes les directions. Et je m'adresse aussi à ceux qui, par la ruse ou la menace, ont été entraînés dans une aventure criminelle, poussés sur la voie d'un crime grave de rébellion armée. Les actions qui divisent notre unité sont une apostasie de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Et Prigojine lui a répondu ensuite sur les réseaux sociaux dans une nouvelle vidéo. Pour ce qui est de la trahison de la patrie, le président s'est profondément trompé. Nous sommes des patriotes. Nous nous sommes battus et nous nous battons encore. Aucun des combattants de Wagner, personne, n'obéira au président, au FSB ou qui que ce soit d'autre. Lorsqu'on nous a dit que nous allions nous battre en Ukraine, nous y sommes allés et nous nous sommes battus. Mais au final, les munitions, les armes, tout l'argent a également été volé. Et les bureaucrates se sont assis sur cet tas d'or. Juste au cas où, comme aujourd'hui, quelqu'un ciblerait Moscou. Maintenant, il ne s'économise pas. Il frappe avec des avions et des hélicoptères nos colonnes de blindés à la rencontre desquelles vont les civils. Il frappe les civils. Nous sommes des patriotes et ceux qui s'opposent à nous aujourd'hui sont ceux qui se sont rassemblés autour de la racaille. Bon, on l'a tous compris, c'est propagande contre propagande. Et dans cette guerre de communication, j'ai envie de vous entendre, chers informés, est-ce que les Russes sont captifs de la communication de Prigojine ? Est-ce que les messages que Prigojine envoie depuis des semaines sur le nombre de morts, sur les défaites russes sur le terrain, passent en Russie ? Anna Pedro. Je n'ai aucune information là-dessus. Je crois que même les correspondants qui sont à Moscou ne peuvent pas mesurer l'impact des déclarations du chef de Wagner. Mais il y a quelque chose d'intéressant dont on ne parle pas, c'est que Prigojine n'est pas le chef militaire de Wagner. Il n'a aucune formation militaire. C'était un vendeur d'hot dog à Saint-Pétersbourg. Et c'est devenu le traiteur du Kremlin et un petit peu une sorte de, je le dis, d'homme de main de Poutine. Mais le vrai chef militaire, c'était Dmitri Utkin, qui était un ancien Spetsnaz de GRU, c'est-à-dire le renseignement militaire. On dit, c'est le Spiegel d'ailleurs qui le disait en 2020, mais on ne sait pas si c'est vrai, que Utkin aurait été remplacé par Polokov, qui était le commandant des Wagner en Afrique. Mais c'est ces hommes-là qui commandent. Et dans un groupe militaire, c'est pas à une grande gueule, pardonnez-moi l'expression, comme Prigojine, qu'on obéit. C'est à son chef, à celui qui tient les armes et celui qui va au front. Mais quand même, Juan José Dorado. Et du coup, je me demande si celui qui commande vraiment Wagner, quel qu'il soit, a été d'accord avec Prigojine ou pas, ou s'il peut avoir une influence dans le dernier déroulement des choses. C'est juste une question, parce qu'on n'en sait rien. C'est bien de poser des questions aussi. Mais Juan José Dorado, justement, une autre question. Est-ce que tout de même le système de propagande de Poutine, cette fois, n'est pas ébranlé, de toute façon, quoi qu'il arrive ? On saura ça dans quelques heures, dans quelques jours. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition démocratique est moussolée depuis plus d'un an, depuis des années, on rend compte, du côté de la Russie. Donc, ils ont du mal à s'exprimer parce que c'est eux qui auraient pu être le relais, justement, de ce qui vient de se passer pour montrer quelle est la réalité de la guerre en Ukraine et de cette opération spéciale que Poutine souhaite appeler. Ce qui est vrai aussi, par contre, c'est qu'il y a un certain nombre de citoyens qui sont obnubilés par les médias. On sait comment
ça se passe du côté de la Russie. Les médias officiels occupent toute la place. Il n'y a qu'un seul discours qui est possible. Donc, est-ce qu'on va pouvoir justement retrouver des gens dans la rue comme lors des dernières élections où il y a eu des manifestations? Et là, ces images, difficilement on peut les cacher et donc l'information va courir peut-être. Les gens sont petit à petit informés de cette réalité. Mais c'est vrai que dans un pays comme la Russie, grand, avec beaucoup de millions d'habitants, ça reste quand même compliqué de pouvoir adhérer aussi à un discours qui n'est pas celui du chef, surtout quand on connaît l'histoire de la Russie. Restez avec nous parce que les informés continuent évidemment et nous allons continuer de décrypter la situation en Russie et puis également ses conséquences sur la guerre en Ukraine. Ce sera tout de suite après. Vraiment restez avec nous dans quelques minutes. Bonsoir à tous, l'anticyclone nous garantit un temps clair ce soir avec simplement quelques nuages de beau temps, peut-être un voile de nuages même sur le sud-ouest du pays, mais dans l'ensemble la soirée reste tout à fait agréable du point de vue également des températures puisque elles sont très douces avec 25 degrés de maximum sur Bordeaux ou bien sur Nice, la minimale étant de 17 degrés sur Cherbourg. Pour demain, nous aurons toujours cet anticyclone qui sera fermement campé sur la France et qui nous enverra donc du soleil et simplement quelques nuages de beau temps, peut-être un peu de brume sur la pointe de la Bretagne et sur les Landes, mais ça se dissipera assez rapidement. Et puis les températures dès le matin seront déjà de 23 degrés sur la région niçoise, 11 degrés pour la minimale sur Reims, et dans l'après-midi ça montera jusqu'à 35 degrés à Montélimar, c'est-à-dire très au-dessus des normales saisonnières. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous, nous sommes toujours en édition spéciale sur France Info et tout s'accélère ce soir dans la rébellion des milices Wagner contre l'armée russe. Le chef des milices, Yevgeny Prigojine, annonce que ces hommes rentrent, je cite, dans leur camp pour éviter un bain de sang. Ils font demi-tour, voilà ce qu'il annonce sur le réseau social russe Telegram. Mais il dit dans le même temps rester conforme à son plan. Vous comprenez que c'est assez confus. Un peu plus tôt, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est un allié du Kremlin, avait lui affirmé avoir négocié avec Yevgeny Prigojine l'arrêt des mouvements des milices Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions. Fin de citation. On suivra ça, bien entendu, tout le long de la soirée sur France Info. En attendant, qui est l'homme qui fait trembler le Kremlin? Son portrait avec Hugo Pufné. En treillis, aux côtés de sa milice Wagner, au plus près des combats, Evgeny Prigojine ne fait plus mystère de ses ambitions politiques depuis des mois. Sa stratégie, critiquer ouvertement l'armée russe et son chef, Sergueï Shoïgu. En mai dernier, alors que la bataille de Bakhmout fait rage, il n'hésite pas à se mettre en scène devant des cadavres. Ça, ce sont les gars de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore frais. Et accuse, sans détour, le ministre de la Défense et le chef d'état-major russe. Nous avons une pénurie de munitions de 70%. Shoïgu, Gerasimov, où sont nos putains de munitions? Derrière la provocation, les insultes, la méthode est rodée. Chacune de ces apparitions est filmée, dans les camps d'entraînement, aux côtés des blessés ou sur le front ukrainien. L'image d'un chef de guerre victorieux, proche de ses troupes, quand les généraux resteraient cantonnés en Russie. Encore hier, il les dénigrait dans une vidéo. Quel est le but de cette guerre? La guerre était nécessaire à l'autopromotion d'une bande de salauds, pour montrer à quel point leur armée est forte, pour que Shoïgu soit nommé maréchal. Toujours plus virulent, Prigojine n'a pourtant jamais ciblé le président russe Vladimir Poutine. Alors est-il un allié ou envisage-t-il de le renverser? Complément d'enquête lui avait posé la question. Il y a quelques semaines, il avait opposé une fin de non-recevoir. Je vous ai répondu poliment, mais le sens de ma réponse était plutôt « allez vous faire foutre » et ne me posez plus de questions.
Si ses ambitions restent floues, Prigojine se dit prêt à aller jusqu'à Moscou avec ses 25 000 hommes. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky déclare dans son allocution quotidienne que Vladimir Poutine a évidemment très peur. Fin de citation. Kiev revendique plusieurs avancées sur le front est du pays et que la contre-offensive se passe comme prévu. Le président ukrainien qui appelle ses alliés à lui fournir toutes les armes nécessaires pour protéger l'Europe. Il y a eu énormément de réactions internationales, bien évidemment. Paris déconseille tout voyage en Russie. Ce soir, Joe Biden a parlé de la situation en Russie avec Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. L'édition spéciale se poursuit jusqu'à minuit sur France Info. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain sur le canal 27. Laetitia Krupa autour de ces informés. Deuxième partie d'émission, nous continuons bien sûr de débattre de cette offensive, de cette rébellion du groupe paramilitaire Wagner et aussi de ses conséquences sur la guerre en Ukraine. Je suis toujours en compagnie de nos consoeurs et confrères de la presse étrangère, Mirela Antosh, correspondante pour la télévision roumaine, Anna Navarro-Pedro, correspondante pour la presse portugaise, Paolo Levi, correspondant italien pour l'agence de presse ANSA, Juan José Dorado, journaliste indépendant espagnol, et puis Richard Verly, c'est plus simple à dire. Vous êtes correspondant international du quotidien suisse Blick. Alors, en fin de matinée, les hommes de Wagner étaient encore à plus de 500 km de Moscou. Mais le Kremlin a décidé de couper l'accès à Google Actualité. Mirela Antosh, est-ce que c'est possible de verrouiller comme cela le système d'information global qu'est Internet, de le verrouiller de façon ferme et sans limite ? Mais on voit que c'est possible. Même si l'autorité russe n'a pas demandé le confinement ou le couvre-feu, ils ont dit restez chez vous parce qu'il y a un problème. Ils ont mis des barreaux partout autour de la capitale et autour de la place rouge pour avoir une sécurité de plus. Et je ne sais pas si maintenant, mais c'était une rumeur qui est passée dans l'après-midi qu'ils sont en train de couper accès au Internet parce que les réseaux sociaux, on voit quel rôle jouent dans cette guerre de communication, de propagande, de manipulation. Parce qu'il faut dire, avant toute chose, avant les militaires, avant la politique, la diplomatie, la communication est une arme très importante dans cette guerre. Et n'oublions pas, aujourd'hui, on est le 24 juin, ça veut dire qu'il y a 1 an et 4 mois, 16 mois de guerre. Et dans 16 mois, on a vu la communication, comment a joué le rôle principal. Et maintenant, on a dit, Evgeny Prigojine fait demi-tour. On entrait dans l'émission, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Tout bouge dans tout le moment et je dis encore une fois, c'est c'est dangereux d'avoir certitude. On a seulement des petites suppositions par rapport à les scénarios qu'on a sur la table. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Prigojine qui fait demi-tour, mais probablement dans 10 minutes ou jusqu'à la fin de l'émission, on va voir qu'il change tout de suite la stratégie et dit non, finalement, je veux aller ce soir vers Moscou. On ne sait rien. Alors, les canaux d'Internet, pour l'instant, sont coupés. Mais il existe quand même quelques documents, vidéos et audio. Écoutez, par exemple, ces réactions de moscovites recueillies à la mi-journée. Nous ne savons pas assez pour juger, ni vous ni moi. Personne ne le connaît. Mais il a amassé beaucoup de pouvoir, et ça fait peur. Je pense que Prigojine fait ce qu'il faut parce que nos gars meurent sur le front. Et c'est un génocide de la nation russe. Prigojine est arrivé avec des intentions pacifiques. Il n'y a pas de menace pour les civils. Seulement pour le pouvoir, rien de plus. Bien sûr que j'ai peur. Il n'y a pas d'informations, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur et comment la situation va évoluer. On attend les nouvelles et on espère que tout ira bien. Avant, j'avais l'impression que tout ce qu'il faisait, il le faisait bien mieux que l'armée. Maintenant, je ne sais pas qui a raison. Il n'y a pas d'informations, mais quand même, ces moscovites ont un avis et disent
beaucoup de choses. Il semblerait qu'ils aient des informations. Alors Richard Verly, de quelle façon peuvent-ils les avoir? Bon, il y a quand même le téléphone qui continue de fonctionner. Je rappelle qu'il y a quand même énormément de militaires russes, des dizaines de milliers de militaires russes qui sont mobilisés en Ukraine, qui parlent à leur famille. Ils filment aussi. Hein. Bien sûr, il y a les miliciens de Wagner qui parlent également à leur famille. Donc l'information, elle circule. Moi, ce qui me frappe dans ces 3 témoignages, c'est qu'au moins 2 mettent déjà en cause le pouvoir russe et affirment que, en gros, Prigojine est plutôt du bon côté, c'est-à-dire la défense de la patrie, la défense des soldats, alors que le pouvoir est incapable, même si le mot n'a pas été prononcé. Ça veut quand même dire que le perdant politique, y compris aux yeux des Russes pour le moment, c'est Vladimir Poutine. Parce que Prigojine, finalement, a toujours répété qu'il y avait des morts. Hein. Il a parlé de ces morts qu'on ne dénombrait pas, qu'on cachait en Russie, mais finalement, qui disait la vérité? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Prigojine? Qui a dit la vérité jusqu'à maintenant, Anna Navarro-Pedro? Personne ne le sait, franchement. Je me demande même si les services secrets des plus grandes nations ont une vision globale de tout ce qui se passe. Et je pense que même la vision que peuvent avoir ces services secrets n'arrive pas, elle arrive que filtrée aux instances de pouvoir. Donc, je pense qu'il y a, c'est un billard à plusieurs bandes et qu'il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'intérêts divergents dans toute cette affaire d'Ukraine et de Russie. Donc, mais Poutine sort évidemment affaibli de cet épisode pour l'instant, à moins qu'il ne reprenne la main d'une façon absolument magistrale. Souvenons-nous comment il est arrivé au pouvoir, avec un attentat à Moscou dont on a su par la suite que probablement c'était des agents secrets sous ses ordres qu'il avait commis pour qu'il puisse se montrer comme un homme fort. Juan-José Dorado, vous avez quelque chose à ajouter? Juste, effectivement, Vladimir Poutine, il ment depuis le début. Ça, on le sait tous. Prigojine, ce qu'il a fait en fait, c'est de la politique intérieure. Toutes ces déclarations, elles ne sont pas destinées à l'Ukraine, elles ne sont pas destinées aux Européens, elles sont destinées justement au Kremlin. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre la place de Poutine? C'est sa vérité, la moitié de sa vérité. Il y a beaucoup de morts, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Il ne met pas des chiffres derrière de toute façon. Donc tous les deux mentent, mais c'est vrai que Vladimir Poutine le fait depuis la première minute. Est-ce qu'il veut prendre la place de Vladimir Poutine, Paolo Levi? On pourrait faire un jeu de mots, l'ancien chef qui monte en chef. Mais non, écoutez, c'est une guerre de communication entre les deux. Apparemment, lui aurait obtenu, c'est des informations que j'ai de la presse italienne, selon des sources de Wagner, à prendre absolument avec des pincettes. Oui. Il aurait obtenu ce soir de Vladimir Poutine 3 choses fondamentales: l'autonomie totale de Wagner, l'éloignement du ministre de la Défense qu'il déteste et l'éloignement du chef d'état-major russe. Donc, si ces informations devraient être avérées, ça serait vraiment un coup de maître de ce monsieur Prigojine. En même temps, il ne faut pas oublier non plus que c'est un mercenaire. C'est un mec qui raisonne avec l'argent, les dollars, les trucs. Donc, là aussi, on peut s'interroger sur. Mais on va continuer à s'interroger, vous savez, Paolo. De ce coup d'éclat du 24 Exactement. juin. On va s'interroger sur les conséquences de ce coup d'éclat, vous dites. Et ce sera tout de suite après le fil info. Le fil info, il est 20h40 avec Emmanuel Langlois. Et ce rebondissement inattendu dans la marche des soldats de Wagner vers Moscou, environ 200 km de la capitale russe, le leader du groupe paramilitaire a en effet accepté ce soir de se replier après apparemment une médiation du président biélorusse Loukachenko. Et puis selon l'agence russe RIA Novosti, le lundi férié décrété après-demain à Moscou restera donc bien férié malgré le retrait de ses troupes de Wagner. Le maire de Moscou reconnaît que la situation est confuse et difficile dans la capitale russe. Paris déconseille ce soir formellement aux Français tout déplacement en Russie. En France, 5 personnes, dont le capitaine de la SNSM, seront jugées pour homicides involontaires après le naufrage mortel du chalutier Bredz. C'était en janvier 2021 au large du Calvados. 3 marins pêcheurs âgés de 19 à 27 ans avaient péri lors de ce naufrage consécutif du remorquage du chalutier en pleine nuit après une avarie. Grève reconduite à la quasi-unanimité jusqu'à mercredi prochain au journal du dimanche, contrôlé par Vincent Bolloré, en cause l'arrivée de Geoffroy Lejeune, tout juste débarqué de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, comme directeur de la rédaction du JDD. Le mouvement a mis le journal à l'arrêt depuis avant-hier et l'empêchera de paraître demain, en tout cas dans son édition papier. Lui avait connu le succès dans les années 80
avec des slows et des chansons comme le Rital, Madame ou Je ne t'écrirai plus. Le chanteur belge Claude Barzotti est décédé aujourd'hui à son domicile des suites d'un cancer. Il avait 69 ans. Et puis cette première médaille d'or tricolore aux Jeux européens de natation en Pologne. L'équipe de France sacrée championne d'Europe par équipe de natation acrobatique. Les épreuves se poursuivent jusqu'au 2 juillet. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Chers informés, je vous propose, parce que nous arrivons presque à la fin de l'émission, de nous projeter un peu. Est-ce que, Michaela Antosh, vous me regardez alors, je vous pose la question, est-ce que si Poutine est renversé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, tout peut encore arriver, cela voudrait dire que les Russes ont perdu la guerre en Ukraine? La Russie, c'est un pays très, très, très compliqué. Et chaque président a eu son Prigojine. Lénine, Staline. Staline, Brejnev, Khrushchev, Gorbatchev, Eltsine, Poutine. Chacun président a eu son Prigojine. Prigojine, c'est le cuisinier de Poutine. La création de Poutine, mais reste quand même le cuisinier de Poutine. Ça veut dire que ce soir, aujourd'hui, on a vu que Prigojine a dicté le menu, parce qu'on est dans la cuisine. Non? Quel est le menu? Quel est le menu? Le menu, c'était de libérer les armées russes, d'avoir la démission de ministre de Défense et de le chef d'état-major et de ne pas couler le sang, a dit le Prigojine, que probablement a pris ces mots, sont des mots très forts, des mots très forts. Et ce soir, il a fait demi-tour, mais je me demande, il a fait demi-tour jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, jusqu'à la semaine prochaine, on ne sait pas. On sait que le président de la Biélorussie, Loukachenko, a médié ce demi-tour. En quelle qualité? Alors, une dépêche AFP qui vient de tomber dit que Vladimir Poutine a remercié Loukachenko, justement. Pourquoi, Paolo Levi? Peut-être que cette négociation qui a été faite en coulisses se confirme. Ça a été un coup d'éclat. Et si ça se confirme, c'est un coup de maître de ce Prigojine, parce que s'il a vraiment obtenu, comme on dit, l'éloignement du ministre de la Défense, du chef d'état-major et l'autonomie totale de Wagner, et quelque part, Poutine s'est plié face à son ancien cuisinier. Et c'est vrai que les Russes sont des maîtres dans l'art du roman et du romanesque, et ce soir, on rejoint vraiment des sommets. Justement, Richard, vous avez tweeté dans l'après-midi que l'histoire était en train de se faire, de se construire sous nos yeux. Quelle est cette histoire? Moi, je crois que ce duel, parce qu'il s'agit bien d'un duel de toute façon, entre deux chefs qui quand même sont des chefs mafieux dans leur comportement. Oui. Poutine, il gère son pouvoir comme un chef mafieux, et Prigojine c'est un mercenaire, comme l'a dit Paolo. Moi, je crois que c'est un duel qui peut vraiment changer les choses. Regardez un seul impact vis-à-vis de la Chine. On sait que les Chinois détestent l'instabilité. Ce qu'ils voulaient et ce qu'ils appréciaient chez Poutine, c'est qu'il était le garant de la stabilité. Si Poutine n'est plus à même de garantir la stabilité, est-ce qu'à Pékin, on va continuer de lui faire confiance? Et regardez le changement formidable. Loukachenko, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, était le vassal de Poutine. Il était à la merci de Poutine. Et maintenant, Poutine remercie Loukachenko. Je crois que c'est une journée vraiment historique. Bien évidemment, on ne sait pas où elle va mener. Rappelons qu'il y a eu un autre coup d'État déjoué. Il y a quelques années, c'était en Turquie, et Erdogan est resté au pouvoir. Ça ne veut pas dire que Poutine va quitter le pouvoir, mais clairement, la face politique de la Russie a changé aujourd'hui. Vous revenez d'Ukraine, Richard. Est-ce que vous avez eu ce soir des Ukrainiens, vos contacts là-bas, qui vous ont dit quelque chose? Comment est l'ambiance en Ukraine? Oui, j'ai eu le garçon qui nous a accompagnés sur le terrain au téléphone et qui lui disait deux choses. Il disait qu'il estimait qu'il y avait une vraie désagrégation. Alors bien sûr, c'est du point de vue ukrainien, désagrégation du pouvoir russe, et lui, il l'attribuait aussi à la contre-offensive, c'est-à-dire à la pression militaire très forte exercée aujourd'hui par l'armée ukrainienne. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est que bien évidemment, Prigojine n'est peut-être pas meilleur que Poutine, mais vu ce que Poutine a fait à l'Ukraine, de toute manière, c'est difficile d'essayer de trouver des mots pour lui trouver des circonstances atténuantes. Juan José Dorado, est-ce qu'on peut dire que cette journée historique que nous avons vécue, que nous vivons encore, va marquer un tournant dans la guerre en Ukraine?
Je pense qu'elle peut marquer un tournant parce qu'il y a plusieurs choses. On a parlé de Loukachenko, effectivement, qui était disparu et qui réapparaît. J'attends voir le vrai rôle de Loukachenko dans cette supposée négociation. J'attends voir ce qui se passe avec Kadyrov, parce que Kadyrov est engagé dans la guerre et a envoyé des hommes et une colonne vers Rostov. Je me dis aussi que la négociation, plus le fait d'avoir des hommes qui arrivent sur Rostov, oblige Wagner à faire marche arrière. Mais on se pose aussi la question, parce qu'il y a cette date du 1er juillet, tu as parlé, Paolo, du fait qu'ils vont laisser la main libre à Wagner, puisque le 1er juillet, toutes les milices engagées devaient être sous commandement militaire. Mais que vont faire les autres milices qui avaient accepté de passer sous commandement militaire? Est-ce qu'elles vont rester comme ça ou pas? Ou elles vont demander justement à se désengager de ce commandement militaire? Donc c'est historique, mais attendons voir les prochains jours parce que ça peut devenir encore plus compliqué sur le terrain pour Vladimir Poutine. Justement, si on se concentre sur le terrain, on savait que Vladimir Poutine avait aussi un problème avec ses troupes qui avaient le moral au plus bas. Est-ce que ce type de journée ne peut pas complètement faire abandonner au front sans avoir d'informations, sans savoir qui sont les chefs militaires, soit commandement militaire, mais c'est dévastateur. Non, en ce moment, absolument dévastateur. D'ailleurs, c'est Richard qui l'a dit tout à l'heure. Mais attendons de voir. Effectivement, Poutine semble sortir très affaibli de cet épisode tel qu'il se déroule selon les informations qu'on a actuellement, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Le coup de bluff, ça a pu être aussi Poutine qui voulait se débarrasser de ses chefs militaires et qui à nouveau a utilisé son cuisinier, son homme de main pour et encore une fois, ma question, c'est sur les conséquences sur la guerre en Ukraine. Est-ce que la Russie est en train de perdre? Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour l'Ukraine. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils sont en train de renforcer l'offensive sur Bakhmout. La contre-offensive était déjà en marche, même si avec des difficultés. Le 4 juin, ça fait... Maintenant, toute l'énergie s'est déplacé sur ce conflit interne entre les deux, Poutine et son Pérogine. Et donc, maintenant, pour l'Ukraine, il y a une occasion en or pour prendre la main. Ce n'est pas un hasard si Zelensky vient de tweeter et de pointer du doigt le chaos qui règne à Moscou et en Russie. Et donc, on va voir peut-être qu'on va avoir de bonnes nouvelles et une accélération vers la paix et la victoire de l'Ukraine. Anna à Copenhague, en ce moment, il y a une réunion qui a été annoncée par le Financial Times il y a quelques jours, mais qui n'a pas été confirmée, entre Jake Sullivan, qui est le conseiller de sécurité de la Maison-Blanche, et des représentants de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, à la demande de Kiev, selon ces informations, pour négociation de paix. Alors, il n'y aura pas de communiqué, ce n'est pas formel, mais il y a ça aussi. Nous allons partir à Moscou, retrouver notre correspondant. Ce sera juste après le fil info de 20h50 avec Emmanuel Langlois. Coup de bluff ou bien véritable volte-face alors qu'il marchait en direction de Moscou depuis le sud-ouest de la Russie, eh bien Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, annonce ce soir que ses hommes rentrent dans leur camp pour éviter, dit-il, un bain de sang avec les forces de sécurité russes. Selon la présidence biélorusse, Vladimir Poutine lui remercie ce soir Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, pour tout le travail réalisé. Il aurait joué les intermédiaires pour arriver à cette solution. Par ailleurs, sur le terrain, des dizaines d'habitants scandent ce soir Wagner, près du QG militaire de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, qui a été pris dans la matinée par les mercenaires d'Evgeny Prigojine. En France et dans l'Eure, la gendarmerie ouvre une enquête après la découverte d'un chien gravement mutilé, le jeune Rottweiler retrouvé au bord d'une route avec une lame plantée entre les deux yeux, les coussinets brûlés à vif. Ses propriétaires affirment avoir perdu leur chien jeudi soir. Ils ont décidé de déposer plainte. Et puis ce sera peut-être l'adversaire de la France en finale, privé de mondial l'an dernier, du dernier carré de l'Euro 2021 à domicile. Les basketteuses espagnoles se qualifient ce soir pour la finale de l'Euro en battant la Hongrie 69-60. Reste donc aux Bleus à faire de même et ce sera tout à l'heure face à la Belgique. Et puis du tennis, c'est Carlos Alcaraz qualifié pour la première finale sur gazon de sa carrière. Le prodige espagnol domine logiquement l'Américain Sebastián Corda 6-3, 6-4 lors du tournoi du Queens à Londres. Il retrouvera demain en finale l'Australien Alex de Minaur. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa.
Et comme promis, pour terminer cette émission, nous partons à Moscou retrouver un de nos correspondants, Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, bonsoir. Racontez-nous, quelle est l'ambiance à Moscou? Est-ce que vous sentez, vous, que les choses ont changé? Est-ce que vous sentez une tension particulière? Est-ce que la population réagit différemment aux événements de la journée? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, il y a plutôt un sentiment de soulagement qui règne à Moscou en apprenant que Evgeny Prigojine avait fait faire demi-tour à ses hommes après sa médiation avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Effectivement, pour beaucoup de moscovites, ont préféré rester à la maison, chez eux, durant cette journée remplie d'incertitudes. On ne savait pas si les hommes de Wagner et l'armée russe allaient s'affronter, si les hommes de Wagner allaient venir jusqu'à Moscou. Et donc, dans ces conditions, beaucoup de Russes ont préféré rester chez eux, ce qui faisait qu'il y avait une circulation qui était nettement amoindrie dans les rues de Moscou et moins de gens dans les parcs, moins de gens qui se promenaient. Là, ce soir, on a l'impression que les gens recommencent à souffler, qu'ils ont une perspective moins sombre que celle de voir les troupes de Wagner affronter celles de l'armée russe et encore moins au sein de la capitale. Merci beaucoup, Jean-Didier Revoin. Justement, Richard Verly, dans son allocution officielle, Vladimir Poutine a parlé de guerre civile. Il a même fait allusion à 1917. Oui. Est-ce que là, c'est vraiment le moment où on a vu Poutine affaibli? Écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai écrit que c'était un duel à mort entre les deux. Je me suis peut-être trompé. C'est-à-dire peut-être que finalement, les choses vont se pacifier. Oui, mais vous entendez, là, les moscovites sont soulagés. Oui. Est-ce que tout le monde à Moscou, en Russie, a eu peur de cette guerre civile annoncée? Mais bien sûr qu'il y avait la peur de la guerre civile et je pense qu'elle n'a pas disparu. Elle ne peut pas comme ça disparaître instantanément parce que Prigojine annonce qu'il retourne dans ses bases. Mais entre les deux hommes, je ne vois pas comment. Maintenant, bien évidemment, la théorie de la mascarade, l'hypothèse peut toujours fonctionner, mais je ne vois pas comment, après un tel défi au pouvoir de Poutine, Prigojine ne pourrait pas un jour en subir les conséquences. Et on sait qu'en Russie, les conséquences sont souvent mortelles. Paolo Levi, faire allusion à 1917, pourquoi? Et on pense à Tchekhov, un des pères du théâtre et de la littérature russe, qui disait quand on décroche un pistolet d'un mur, à un certain moment, on doit l'utiliser. Donc, je pense que là, on est dans ce cas de figure, certainement, entre Poutine et Prigojine. On va voir qu'est-ce que il va se développer dans les prochaines heures. En tout cas, aujourd'hui, pour Zelensky, c'est une occasion énorme pour reprendre la main sur les territoires qui lui ont été illégitimement arrachés par la Russie. Mireille Larantoche, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas arrêté de nous dire ce soir que tout pouvait encore arriver en Russie. Oui. Est-ce qu'une guerre civile est encore possible? On peut pas dire avec toute la certitude oui ou non. Mais en tout cas, si les choses évoluent comme ça, je ne vois pas Prigojine se calmer, seulement s'il a fait une bonne négociation pour ses troupes. Et la bonne négociation, ça veut dire de l'argent. C'est tout. De l'argent et des têtes qu'il a et la vie sauve, vous dites, oui. Anna Navarro-Pedro, ça c'était un risque? Comme disait Richard, mais c'était sûr que son nom était déjà sur une fenêtre ou une balle. Mais bon. Ouais. André Dorado. Vous parlez de 1917, ça m'a rappelé qu'il a été le rôle de l'armée en 1917. Je crois qu'il a fait référence à ça. Le fait effectivement qu'une partie de l'armée n'a pas réagi à la révolution bolchevique et effectivement le tsar est tombé. Donc là, je pense que le tsar avait vraiment peur, effectivement, voyons voir comment cette colonne montait vers Moscou et que personne ne pouvait l'arrêter. Mais vous savez, si Poutine, et ça semble... Enfin, restons quand même dans les éléments dont on dispose. Ça semble être le début de la fin pour lui, là, si tout se confirme. Prudence quand même, mais si c'est le cas, s'il est remplacé... Il est remplacé par qui? On ne peut pas soupirer, on ne peut pas avoir un soupir de soulagement. Par qui il serait remplacé? Parce que c'est la question. On peut même pas, je pense qu'on ne peut même pas spéculer là en ce moment. Mais par contre, il était un élément qui, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a plusieurs théories là-dessus, ce n'est pas le moment de les développer, mais c'est un homme qui n'a pas voulu lâcher toute la force de l'armée russe. Autour de lui, il y en avait beaucoup de militaires et de politiciens qui lui reprochent ça et qui voudraient une réaction russe beaucoup plus violente et beaucoup plus forte.
Anne-Rosée Dorado. Juste une question à votre question, guerre civile, je ne pense pas. Déjà parce que les pays européens, l'Occident, ne veut pas d'une guerre civile en Russie. Parce que ça serait la guerre de tout le monde. Vous imaginez plus de 6000 armes nucléaires en jeu? Non, c'est impossible. Les Européens sont les premiers qui ne veulent pas d'une désintégration de la Russie. Vous êtes d'accord, Richard Varlier? On va se finir. Oui, évidemment, l'élément nucléaire est essentiel parce que qui dit lutte pour le pouvoir en Russie dit aussi lutte pour l'arsenal nucléaire et les capitales occidentales pensent de cette manière. Maintenant, il y a quand même un scénario qu'on ne peut pas oublier. À partir du moment, si Prigojine gagne, ça veut dire qu'il gagne de l'argent, Mihail l'a dit, il va aussi gagner des munitions. Vous savez que sa revendication, c'était d'obtenir davantage de munitions. Ça voudra donc dire qu'il sort non seulement plus fort politiquement, mais plus fort militairement. La menace Prigojine, elle continuera d'être là. Est-ce qu'on peut imaginer Prigojine avec la main droite sur le bouton rouge? Ça, c'est inimaginable. Mihail, c'est inimaginable. C'est une vision d'horreur. Oui, c'est horreur, oui. Bon, malheureusement, on va finir sur cette vision d'horreur, mais je vais vous remercier tous les 5. C'était un plateau un peu particulier. Merci d'être venus ce soir. Et puis très bonne soirée, bien sûr, à vous tous sur France Info. On se retrouve demain à la même heure.